des questions d'éthique, sur des questions d'intégrité. Ça, pour moi, c'est vraiment le moment fort. Bien sûr, il y a eu tout le contre-interrogatoire, il y a eu Maître André Ryan, l'avocat du premier ministre, de M. Charest, qui évidemment a soulevé des questions très personnelles, etc. L'avocat aussi du Parti libéral du Québec, qui s'est présenté comme étant ouvertement partisan et donc non tenu à la dignité, contrairement à ses confrères, et lui aussi a été très dur. Et finalement, à travers tout ça, Maître Bellemare s'en est tiré dans la perception populaire, toujours gagnant, sa crédibilité est toujours non effritée, encore une fois dans la perception. Et pour M. Charest, et d'ailleurs sa sortie, Michel parlait de la précipitation du gouvernement la semaine dernière aussi, il faut rappeler quand même cette sortie précipitée du premier ministre à la fin de la première journée. Et ça, c'est une mesure d'inquiétude assez sérieuse. Et pour vous, Michel, le moment fort de cette commission-là? Si on parle de la commission en général, évidemment, oui, bon, écoutez, l'ensemble des propos, des allégations de Marc Bellemare, le fait que finalement, c'est une collision frontale, José parlait d'une situation inusitée où le premier ministre se retrouve directement confronté à ce genre d'allégations-là, c'est l'essentiel de ça, l'essentiel de la démarche de Marc Bellemare et de ses allégations. On se retrouve vraiment avec un premier ministre qui est directement mis sur la sellette. Alors, son avenir est lié, peut-être pas si directement, mais il est certainement lié à ce qui se passe à la commission Bastarache et éventuellement peut-être à cette poursuite, mais il est sûr que c'est un sujet de préoccupation majeure pour lui et il a raison, surtout quand on voit les Québécois de la façon dont ils réagissent. Alors, autre dossier difficile pour le gouvernement libéral, cette semaine, en fait, depuis 24 heures, il y a évidemment cette histoire de la présence d'attachés politiques et de directeurs de cabinet du côté maintenant de l'industrie. Est-ce simplement une coïncidence? Est-ce que le gouvernement a raison de dire qu'il n'y a pas d'illégalité là-dedans, même si apparence de conflit d'intérêt, ce n'est pas grave que des gens qui doivent gagner leur vie. Une fois, il y a une vie après la politique, même si c'est comme dans ce cas-ci dans l'industrie. Puis en fait, l'après-midi, je vais donner le plaisir à mon collègue Pierre Duchesne, confirmait que l'ancien chef de cabinet de Jean Charest pendant 4 ans, Stéphane Bertrand, un ancien gaz du métro, qui organise le Congrès mondial de l'énergie, qui va se tenir la semaine prochaine à Montréal, est un des fondateurs, a contribué bénévolement à fonder l'association pétrolière et gazière. Donc, qu'est-ce que ça envoie comme signal? Bien, ça aussi, c'est un peu une confirmation d'une tendance qu'on a vue au sein du gouvernement Charest depuis son élection en fait en 2003, c'est-à-dire cette espèce de préjugé favorable au privé. Et on voit même maintenant dans l'exploitation des ressources naturelles, on l'a vu évidemment à Malartic, on l'a vu dans tout le dossier Rabaska, même s'il n'a pas nécessairement abouti, il y avait un préjugé très très favorable. Et là, on voit un exemple qui semble choquer aussi une grande partie de la population et de voir qu'il y a, même si c'est tout à fait légal, même si le commissaire au lobbyisme a été consulté, tout ça, de voir quand même un nombre relativement impressionnant d'anciens libéraux, dont un tout frais, là, le chef de cabinet au développement économique, qui l'est encore aujourd'hui, mais qui ne sera plus invité, qui s'en va à l'Association pétrolière et gazière du Québec. Évidemment, ça ne fait que semer des doutes quant à la capacité du gouvernement de se faire le gardien du bien commun, et le bien commun, évidemment, c'est possible, c'est une ressource naturelle très, très importante. Gardien du bien commun, oui, allez-y, Michel. Ça fait beaucoup, c'est sûr que ça fait beaucoup, Anne-Marie. C'est certain, là, cette accumulation de noms, ça devient très gênant. Et le gouvernement était capable de se défendre face à ce genre de choses-là, sauf avec ce genre d'explication, effectivement. Ce sont des gens qui ont le droit de gagner leur vie, oui, très bien, mais là, tout de même, ça fait beaucoup, compte tenu de la démarche qui a déjà été lancée par le gouvernement dans le gaz de schiste, qui est une démarche très déterminée, menée par la ministre Nathalie Normando, qui veut absolument mener à bien ce dossier-là et qui confie au BAC, finalement, un mandat de cadre réglementaire, mais qui ne demande pas vraiment au BAC si c'est une bonne idée de développer des gaz de schiste actuellement au Québec. Oui. Oui, José. Oui, et on voit que c'est un problème aussi qu'on vit à différents niveaux, c'est cette érosion de confiance aussi dans les institutions, dont le BAC, parce que le BAC, on sait que sa crédibilité a été malmenée aussi dans les dernières années, donc même en allant en consultation auprès du BAC, ça ne fait rien pour calmer les doutes et les suspicions quant à la décision du gouvernement de vraiment ouvrir ce marché-là complètement au privé. Parce que, évidemment, Michel, il faudra peut-être que le gouvernement, même s'il nie toute collusion, là,
mis cette trop grande proximité. Il reste que le gouvernement devra se mettre en mode peut-être contre-attaque pour essayer de démontrer justement que l'industrie et le gouvernement ont des intérêts différents d'une certaine manière, que c'est pas ceux qui étaient au gouvernement à un moment donné qui sont dans l'industrie maintenant qui vont dicter l'agenda de développement économique et gazier et pétrolier au Québec. Je pense que la contre-attaque est commencée. M. Arcan était avec vous il y a quelques minutes à peine. Nathalie Normando n'a pas hésité hier à réagir dès l'annonce de ce passage du public au privé de M. Gosselin. Donc, c'est lancé, mais il faudra faire davantage, oui, parce que là, malgré l'intelligence et cette détermination de Mme Normando, peut-être que les Québécois n'accepteront pas aussi facilement que ça le programme proposé par Mme Normando, qui est assez bien établi. Elle sait où elle s'en va très bien, mais les Québécois ne connaissent pas ça, le gaz de schiste. On part de très, très loin. Très bien. Et Michel, je vais terminer avec vous peut-être sur cette troisième nouvelle retenue, évidemment, le processus de paix avec ces leaders qui se sont rencontrés à Washington et qui projettent de se rencontrer, en tout cas pour ce qui est de Netanyahou et Mahmoud Abbas, tous les 15 jours, pendant un an au moins, pour en arriver à la paix. C'est énième poignée de main, énième reprise, et pour parler, êtes-vous un optimiste modéré? Non, malheureusement. Les conditions ne sont pas réunies, à mon avis. On a besoin de 2 leaders forts pour mener ce genre de négociations, ou 2 leaders qui sont capables d'une grande capacité de persuasion auprès de leur peuple. C'est pas le cas de Mahmoud Abbas, c'est bien évident. Le Hamas n'est pas là. Alors, de ce côté-là, on pourrait peut-être faire la paix du côté des Israéliens avec Mahmoud Abbas, mais ce ne serait pas la paix. Ce serait une entente, mais la paix, on n'y parviendrait pas. De son côté, Benjamin Netanyahou, lui, avait dit avant son retour en 2009 comme premier ministre israélien qu'il ne voulait pas négocier avec les Palestiniens. Et j'avoue qu'à l'époque, je le croyais. Il a changé de discours depuis, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, mais on est vraiment très très loin du compte. Une chose très positive, la pression américaine et la présence de George Mitchell, l'homme qui a quand même permis la paix en Irlande du Nord. Quand un homme comme ça est dans les parages, on ne peut pas le sous-estimer, mais la tâche est colossale et les conditions, à mon avis, ne sont pas réunies. Allez, pour vous, José, en terminant. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et on attendait justement, avant de venir en ondes, Kim Campbell, l'ancienne première ministre du Canada, à CBC, en entrevue, qui s'intéresse beaucoup à ces questions-là, vous disait également qu'elle sentait une nouvelle atmosphère, de bonnes conditions, mais qu'elle n'était pas optimiste quant à la résolution du problème. Espérons qu'il y aura des optimistes parmi les négociateurs. Merci, José Legault, et merci, M. Totin. Merci beaucoup. Merci, Anne-Marie. Au revoir. Au revoir. Maintenant, Philippe, vous allez recueillir les commentaires et les réponses à notre question de la semaine, c'est comme de dire. Quelle est la nouvelle? La semaine qui a le plus marqué les gens. Vous allez être surprise des résultats. Le premier message reçu sur Facebook, Julie Demers qui dit si on parle de nouvelles intéressantes pour elle, ce serait celle sur les armes à feu. C'est troublant de savoir qu'il y a encore des gens qui ne veulent pas enregistrer les armes à feu, puisque les armes d'épaule, puisque ce sont des armes poing, des armes dangereuses qui sont souvent les armes du crime. Normand Quentin, lui, parle des mineurs. Pour lui, c'est le sauvetage des mineurs chiliens. Imaginez un seul instant l'angoisse de tous les acteurs entourant ce sauvetage. Brigitte Vandal, elle, a été marquée par le décès de Pauline Lapointe. Donc, pour elle, la nouvelle qui l'a plus marquée, c'est le cancer qui a encore donné une bataille contre Pauline Lapointe cette fois. Simon L'Espérance, lui, nous dit qu'à son avis, c'est davantage l'absence de nouvelles qui, en ce qui concerne la catastrophe de BP, qui est la nouvelle qui l'a plus marqué. Il dit en plus, ils ont dit que si le gouvernement renforçait les règles concernant l'exploitation pétrolière en haute mer, ça pourrait affecter le dédommagement des victimes. Pour ça, oui, ils ont dit ça aujourd'hui, des ouais. Alors pour lui, c'est ce qu'il a marqué. Éric Gauthier, lui, nous dit le débat autour des gaz de schiste. Il en fallait un. C'est une nouvelle qui a quand même été assez soulevée cette semaine. Beaucoup d'attention. Que devrait-on savoir que le gouvernement libéral nous cache? Et Stéphane Gascon, lui, est dans le même esprit du chef de cabinet qui s'en va dans une entreprise de lobby, me semble en effet une des nouvelles les plus percutantes de la semaine. Il y a Francine Dehay qui nous dit qu'à son avis, c'est le refus des essais cliniques dans l'immédiat pour tester le nouveau traitement contre la sclérose en plaques. Ouais. Une nouvelle qui a peut-être fait moins de bruit cette semaine. Oui, on en a parlé quand même. On en a parlé à l'émission. Pour Nathalie Mousseau, c'est la pénurie des matières premières qui freine la production de médicaments. Et bien sûr, il y a quelques personnes, mais c'est quand même pas unanime. Ils nous ont parlé de la commission Bastarache, Daniel Durocher qui Bastarache et Charest qui en arrache. J'ai gardé le plus percutant pour la fin, Claude Parenteau, qui s'est lancé dans un élan de poésie. Il dit rien n'égale en comédie le show de la commission Bastarache, effet de doge, langue empoulée, avocasserie de Barrégine, Petit Jean et l'intimé, Chicano Bellemare,
Avocats improvisés, tous tiennent des discours incohérents. C'est une grande fresque à faire rougir d'envie. Racine avec ses plaideurs. Faut pas lâcher, dit-il, le deuxième acte va être bon, aussi drôle que les guêpes d'Aristophane. Donc c'est la suite de la commission d'Astarache mardi. Merci beaucoup. Merci Philippe. Au revoir. Au retour, leurs parents sont soldats et font la guerre en Afghanistan. Pas facile à vivre pour des enfants. La cinéaste Claire Corriveau a tourné un film à ce sujet. Elle nous en parle tout de suite après la pause. 7 enfants de pays différents, de conditions différentes. 7 enfants pour qui fréquenter l'école relève souvent de l'exploit. Quel rôle jouera leur environnement? Leurs rêves seront-ils nourris ou freinés? Pendant plusieurs années, une équipe de tournage les a regardés grandir et ils nous donnent une bouleversante leçon de vie. J'aime l'école malgré tout. Au grand reportage, mercredi et jeudi 20h sur RDI. Je vous attends demain, madame. Au revoir. Hey, tu sais pourquoi? Ma fille a attrapé des poux. Je sais plus quoi faire. Tiens-toi loin d'elle. Tu sais qu'un pou, ça peut sauter jusqu'à 30 pieds. Pour un deuxième avis, demandez à Jean Coutu. Hey! J'ai vu que Belle était chez vous hier. Ouais. On vient juste de passer à Fibre. Fibre? L'Internet sur fibre optique. Je peux partager n'importe quoi jusqu'à 7 fois plus vite que le câble par plus sur une installation sans fil gratuit. Donnes-tu ton mot de passe? C'est abonne-toi donc toi-même en un mot. En majuscule ou... Volkswagen, das Auto. La douceur du Cachemire. J'en veux tout autour de moi. Je ne me contente que du meilleur. Cachemire, mon irremplaçable douceur. Ce mois-ci, le magazine Ricardo pense déjà à la rentrée avec des sandwichs personnalisés, 9 tartes aux pommes différentes et un superbe dossier en prévision du Festival Western de Saint-Tite. Le magazine Ricardo, en kiosque maintenant. La journée est folle. Je sais plus quoi faire. Ils disent de mettre de l'huile d'olive dans le nez. C'est qui ça, I? Pour un deuxième avis, demandez à Jean Coutu. Je m'appelle Audrey Ménard. Moi, mon beau-père est en Afghanistan en ce moment. Il va revenir bientôt le 18 novembre. Puis j'ai 2 petits frères de 2 ans et 3 ans. Puis j'ai une grande sœur qui vient juste de partir pour le collège militaire. Oh non, tu m'as eu! C'est plus de responsabilité à prendre à la maison, puis surtout comme m'occuper de mes petits frères, puis comme m'occuper de ma mère aussi, parce que, tu sais, je vais la consoler quand elle va avoir des moments de faiblesse, puis je vais m'occuper d'elle quand je vais m'occuper de mes frères, puis quand je vais m'occuper de moi. On va se mettre les ustensiles maintenant? Fait que je prends la responsabilité de lui aussi, en même temps de prendre la mienne. Alors, c'est un court extrait du film Enfants de soldats de la réalisatrice Claire Corriveau. Ce que vous entendez, c'était la grande sœur, dans le fond, qui s'occupait des 2 petits frères, parce que la maman se retrouve seule quand le père est parti en Afghanistan, parce que dans ce cas-ci, c'est un père qui était parti. Et ce film a été présenté en première mondiale hier dans le cadre du Festival des films du monde.
En fait, c'est un documentaire qui nous fait vraiment entrer dans l'intimité de la vie de famille de militaires sur la base de Pétawawa.